Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nutrition sportive et Baou, des barres Baou. En particulier, j'ai réalisé une interview avec deux des fondateurs de la marque Baou. Vous voyez ici, ce sont les nouvelles barres qui sont depuis peu sur le commerce. Et donc avec eux, on va discuter de nutrition. L'interview, il y a trois grands axes à l'interview. La première partie de l'interview, ils vont se présenter, dire ce qu'ils font, tout ça. Ils vont présenter un petit peu leur marque. La deuxième partie de l'interview, ça, la première partie dure 10 minutes à peu près. La deuxième partie de l'interview, c'est la plus grosse. Et là, on va parler des habitudes de consommation, les habitudes de la nutrition sportive, les bons réflexes à avoir, les habitudes à oublier également, si c'est les mauvaises habitudes que vous avez. On va revenir sur la nutrition avant et après effort. Et on va tordre l'idée à quelques idées reçues, notamment sur la pasta party et sur la bière après effort que beaucoup préconisent. Et on va revenir aussi dans cette interview beaucoup sur la nutrition durant l'effort, quand prendre des gels, des barres ou encore de la boisson énergétique. Tout cela c'est dans cette interview. Et si on pointe également du doigt deux mauvaises habitudes durant l'effort, notamment avec la prise de gel. Donc si si vous avez ces mauvaises habitudes que vous pratiquez régulièrement, surtout écoutez bien et appliquez leurs conseils. Et dans la troisième partie de l'interview, on reviendra sur l'utilisation des barres, ce qui compose les barres et les différentes barres qu'ils proposent. Donc maintenant c'est parti pour l'interview, je vous retrouve de suite après et on dit BAOU! Bonjour et bienvenue sur le site Tester Outdoor. Alors aujourd'hui nous allons faire une interview à plusieurs avec les fondateurs des barres énergétiques Baou. Donc bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonjour Jean-Marc, oui, on vous entend très bien. Alors c'est parti. D'abord pouvez-vous vous présenter individuellement tous les deux qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et quelles sont vos spécialités? Oui, très bien. Donc, je vais commencer. Le premier, donc Rémi Forsens. Donc moi, je suis le président de Baou Organic Nutrition, l'un des 4 cofondateurs. Mon rôle à moi, c'est d'apporter la caution sport et industrie du sport dans le développement de la marque. Donc c'est une marque qui est née, comme vous le savez bien, au début de l'année 2017 et qui se veut code breaker sur un certain nombre d'aspects. C'est avant tout une marque lifestyle, c'est-à-dire qu'en fait on vend aussi un style de vie qui est lié au style de nutrition et aux pratiques sportives qu'on encourage. Mais c'est aussi une marque qui a beaucoup de différenciation par son approche. C'est une approche nutritionnelle complète que mon associé Benoît vous dévoilera un petit peu plus tard. Donc c'est évidemment une marque complètement bio, vegan, sans gluten, avec un assemblage de matières en cuisson crue, c'est-à-dire que les barres sont cuites à moins de 40 degrés, ce qui permet de garder intacte la qualité des oligo-éléments et des vitamines et de faciliter pour autant la digestion de ceux qui les mangent, les athlètes en particulier. Mais c'est aussi une marque qui est conçue par un chef étoilé, donc 2 étoiles Michelin et Goemio d'or, et on est sur cet aspect des choses unique au monde. Aucune autre marque de nutrition sportive est associée avec un chef, ce qui donne à nos barres une différenciation gustative, hein. Gastronomiquement parlant, elles sont bien meilleures, en tout cas on le pense et on s'en aperçoit par le retour qu'on a des consommateurs. Ce sont des barres qui sont nutritionnellement meilleures, mais aussi gustativement d'une qualité plus élevée. Ensuite, notre marque, elle est née dans les Alpes et elle est fabriquée dans les Alpes, donc c'est également une différenciation importante, hein. Il n'y a pas beaucoup de marques qui sont produites en France déjà, et encore moins dans les Alpes. Donc ce qui nous permet aussi d'utiliser entre guillemets un label propre à nous, qui est Made in les Alpes et qui nous donne une vraie différenciation aussi par rapport à certains de nos confrères ou des concurrents qui sont plutôt fabriqués ou dans des pays à l'est de l'Europe ou éventuellement encore plus loin. Donc voilà pour la marque. La marque, elle est née d'une rencontre. Elle est née d'une rencontre avec Gilles Gallou, qui est un autre de nos associés, qui lui est un ancien cadre dirigeant de groupe agroalimentaire. Il vient d'univers d'entreprises comme Unilever et Kraft.
Il était jusqu'à la direction marketing Europe et puis à un moment donné, il s'est rendu compte que tous ces produits qu'il proposait n'étaient plus du tout en cohésion avec sa façon de voir la nutrition et donc il est parti de ces entreprises-là et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et qu'on est parti sur le projet de Bao Organic Nutrition. Ça s'est évidemment corrélé avec la rencontre avec Benoît et Johan. Benoît, notre nutritionniste que vous entendrez juste après, et Johan, notre chef étoilé. Et puis pour le coup, ça a permis de lancer la marque début 2017. Alors avec un engouement assez important puisque lancé début 2017, première production en mars, première livraison en magasin en avril et aujourd'hui on a 6 mois après, on est déjà à plus de 330 magasins qui distribuent nos produits en France. Donc c'est assez, ça nous impressionne même nous de voir la vitesse à laquelle nos produits ont pu rentrer facilement en magasin et les consommateurs ont l'air d'être assez satisfaits parce qu'on a des retours de très bons niveaux. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Benoît sur la partie nutrition et différenciation de nutrition par rapport à nos confrères. Et je pense que dans l'expérience de Benoît, vous allez voir tout à fait aussi que non seulement il est nutritionniste, mais c'est aussi un ancien athlète de haut niveau qui connaît bien les besoins des sportifs en particulier, quoi. Donc je vais vous laisser parler avec Benoît. D'accord, allez, Benoît, c'est à toi. Et après, j'ai beaucoup de questions justement sur la nutrition par rapport à la course à pied et la nutrition par rapport au trail. Je t'écoute. Ok, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors donc, moi j'ai été athlète pour ma part. En fait, j'étais cycliste je sais pas à quel niveau on peut le situer, mais en fait j'étais présélectionné olympique pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Donc le sport je connais un peu déjà. Et ça fait 25 ans en fait que j'assure le suivi nutritionnel, physiologique pour des athlètes, en plus de mon travail, mon métier de base qui est ostéopathe. Et donc j'ai toujours été passionné de nutrition parce que moi en tant qu'athlète et aussi à travers le suivi que j'ai mis en place pour les athlètes, j'ai pu vraiment constater l'aspect primordial que représentait la nutrition en termes de santé et donc de performance qui vient en fait comme la cerise sur le gâteau de la santé. Et alors c'était la rencontre. Alors on se connaît depuis très longtemps avec Rémi, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît et on avait tous les deux assez souvent parlé de nutrition et il savait à quel point moi j'étais intéressé par ça et à quel point je m'impliquais dans le suivi nutritionnel d'athlètes et de mes patients. Et ça faisait longtemps moi que j'avais dans l'idée de fabriquer des produits sous forme de barres, c'est le plus simple évidemment, destinés à être emportés par des gens qui sont actifs, pas forcément des athlètes mais juste des simples sportifs, de façon à pouvoir donner aux gens la possibilité de se nourrir ou d'avoir des apports énergétiques de bonne qualité, parce que sur le marché en fait on trouvait vraiment pas grand chose, pour pas dire rien du tout. Et donc le jour où ils sont venus me demander si je me sentais prêt à me lancer dans une aventure comme ça, alors là j'ai signé des 2 mains et ça a pris 5 minutes. Ça a pris 5 minutes, ouais. Rapide. Ouais, c'était très très rapide parce que j'avais déjà beaucoup d'idées en tête en fait. Absolument. Et c'est le cas pour l'ensemble des associés en fait. On est d'origine et de parcours très différents, mais en fait les 4 associés ensemble, ça a fait tilt immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait on est ultra complémentaires, donc on se marche pas sur les pieds. On est des gens qui avons tous un âge certain et qui donc du coup ne voyons plus l'association comme quand on pouvait avoir 20 ans ou 30 ans. Et donc du coup on est vraiment dans une démarche constructive et puis on est en cohérence complète les uns vers les autres. Donc tout cela fait une recette assez intéressante dans le fonctionnement de l'entreprise. Donc voilà pour la présentation de l'individu. D'accord. Donc maintenant, on va parler d'abord, avant d'attaquer la présentation des produits, parce que moi j'ai des questions, j'ai testé des petites barres, celle de présentation, enfin de présentation les mini-bars, ouais. Voilà, les mini-bars. J'ai des questions autour, on va parler de nutrition, surtout lorsqu'on pratique le trail, tout ça. Quels sont les enjeux au niveau de la nutrition lorsqu'on pratique le trail? Que doit faire par exemple le sportif pour avoir une bonne nutrition pendant l'effort?
Alors Vaste oui, sujet. on va s'en tenir. Alors c'est un vaste sujet, mais qui lui-même implique quand même les habitudes que peut avoir le pratiquant en dehors de l'effort. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. pour avoir un système digestif qui soit performant à l'effort et qui fonctionne correctement, il faut aussi qu'il ait lui des habitudes nutritionnelles correctes en dehors de l'effort. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il a des habitudes un peu déplorables en dehors de l'effort, on a beau lui fournir les meilleurs produits possibles, il se peut qu'il ait aussi à certains moments quand même des désordres digestifs pendant l'effort. D'accord. Quand Bon, tu ça, c'est dis le premier point. il a des habitudes déplorables, tu as deux, trois exemples à citer sur les habitudes qui sont pas top pour celui qui pratique la course à pied ou enfin qui pratique le sport régulièrement, quoi. Alors, il peut y en avoir de multiples. En fait, avoir une alimentation trop riche en sucre habituellement, avoir une alimentation trop pauvre en mauvaise graisse, en bonne graisse, je veux dire, trop pauvre en bonne graisse, avoir une alimentation trop sucrée le matin, trop riche en laitage, le soir, par exemple. Enfin, il y a plein de Enfin, celui qui mange un demi-camembert tous les soirs, évidemment, voilà, ça peut pas fonctionner. Celui qui pense que la bière c'est bon pour la récup, ça risque d'être problématique. Celui qui se nourrit exclusivement de produits industrialisés, ça risque d'être problématique. Enfin, voilà, il y a des attitudes, des habitudes alimentaires qui sont pas bon, là. pas vraiment bonnes pour la santé. Il y en a plein. Donc en citer une parmi d'autres, Ouais. voilà, on peut, mais Sachant que le problème de gestion, c'est quand même la raison numéro 1 des abandons sur les voilà, trails, hein. Tout à fait, sur un trail comme l'UTMB, effectivement, la majorité, le plus grand pourcentage des raisons d'abandon sur un UTMB, par exemple, je cite celle-là parce que c'est la course la plus connue en France, c'est les problèmes d'ordre digestif. D'accord. Tout à fait. La Oui, pasta partie de la veille de la course, par exemple, c'est une très mauvaise habitude, par D'accord. exemple. D'ailleurs, peux-tu nous dire pourquoi, on va dire pourquoi la pasta partie de la veille, c'est une mauvaise habitude, c'est un truc qu'il faut pas faire. D'abord parce que les réserves énergétiques, elles se reconstituent pas la veille de l'effort. Elles se reconstituent après la dernière grosse séance d'entraînement en général. Et c'est le moment où l'organisme est le plus apte à reformer, à reconstituer ses stocks en énergie musculaire sous forme de glycogène. Donc attendre, enfin ou se gaver de pâtes la veille d'un ultramarathon, c'est pas du tout une bonne idée. Ça va encombrer pour rien le système digestif, et d'autant que la plupart des pratiquants, et vous allez voir pourquoi c'est important pour nous que les produits ça sans gluten, la plupart des pratiquants de sport d'ultra-endurance et surtout à pied ont un intestin fragilisé par leur pratique, c'est inévitable. Et donc les repas très riches en aliments qui contiennent du gluten vont encore fragiliser un peu plus le système digestif. Et donc la pasta partie, c'est vraiment le pire de ce qu'on pourrait faire presque la veille d'une compétition type ultramarathon. D'accord. Ok. Mais ça peut être aussi le cas pour celui qui prépare un marathon. Ah oui, mais c'est pareil, ou un exactement, taille-court, bien sûr. Tout à fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc bon, on va partir du principe que le sportif il a une bonne alimentation, qu'il est bien calibré sur sa journée. Maintenant, pendant l'effort, quels réflexes il doit avoir, quels sont les bons réflexes à avoir? Alors, les bons réflexes à avoir, c'est d'utiliser des produits qui ne vont pas déclencher de réaction d'hypoglycémie. Même si à l'effort, les hypoglycémies sont peut-être un peu moins fréquentes que sans être à l'effort, malgré tout, il y a de très nombreux sportifs qui expérimentent les hypoglycémies pendant l'effort. Et par exemple, les consommateurs de gel savent très bien que quand ils ont commencé à prendre des gels, il leur faut consommer des gels toutes les 20 ou 25 minutes, voire 30 minutes maxi, s'ils veulent pas ensuite avoir un gros coup de barre. Parce qu'une fois qu'on a commencé à manger un gel, en fait, on a derrière, dans les 35-40 minutes qui suivent, et même parfois bien plus tôt, dans les 5-10 minutes qui suivent, on a un gros coup de barre. Et donc ça, c'est problématique. Alors,
nous, par exemple, la raison pour laquelle on n'a pas de sucre raffiné dans nos bars, c'est alors pour des questions de principe, hein, parce qu'on sait que c'est mauvais pour la santé, mais aussi on sait que c'est mauvais pour la performance. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis là parce que quand on voit les marques, bon, on peut les citer parce que moi je cite tout, Oversim, tout ça, ou n'importe quelle marque de gel, ils préconisent par exemple un gel par heure. Donc oui, alors effectivement parce que en fait ils s'en tiennent à ce qui a été à ce qui a pu être expérimentalement vu, mesuré chez certains individus, que à l'effort on n'avait pas d'hypoglycémie réactionnelle. Alors ça c'est valable pour un certain nombre d'individus, mais c'est vraiment pas valable pour la majorité. Et ces études en fait elles reposent exactement comme l'histoire de on perd 10% de potentiel quand on perd 1% d'eau dans son corps à l'effort. Et ben ça, oui, alors ça c'est une grosse erreur par exemple. C'est quelque chose qui est répété depuis des décennies. Ouais, mais je répète souvent aussi à mes, et sans fondement, parce qu'en fait c'est des choses qui ont été mesurées sur un tapis de course dans des conditions qui sont pas du tout celles qu'on rencontre au cours d'une compétition en plein air par exemple. Et en fait, ces histoires d'hypoglycémie réactionnelle, en fait, il y a de très nombreux coureurs à pied, trailers, qui les expérimentent et qui peuvent pas se permettre d'attendre 1 heure entre chaque gel. Ah ouais. Et donc, dès qu'ils ont commencé à prendre des gels, ils sont obligés d'en consommer très très régulièrement, bien plus qu'un toutes les heures. Ah ouais, parce que moi j'utilise souvent des gels en course. Hein. Je suis plutôt gel, boisson énergétique que bar. Et j'ai jamais eu cette sensation de... Ah oui, mais il y a des individus qui le tolèrent, mais il y en a un certain nombre qui ne tolèrent pas du tout. Je précise, je suis pas nutritionniste, mais à force de fréquenter Benoît, j'ai maintenant quelques notions qui me plaisent beaucoup de connaître. Et j'ai vu récemment une émission très intéressante aux États-Unis, où en fait, aux États-Unis, il y a des cas maintenant d'athlètes de haut niveau qui sont avec une masse grasse extrêmement basse, mais qui développent du diabète. Parce qu'en fait, ils ont tellement consommé de produits avec un index glycémique élevé que du coup, ils ont abîmé leur pancréas et leur foie, et ils sont devenus diabétiques de niveau 2. Et en fait, il y a un vrai problème de santé publique aux États-Unis là-dessus, parce qu'ils ont été nourris au gel hyperglucosés dès leur jeune âge. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui, arrivés à 30 ans, ont des problèmes de foie et de pancréas très importants. Ça peut même déclencher des cancers chez certains. Et en fait, c'est un vrai phénomène qui apparaît aujourd'hui. C'est un peu les résultats de ces 20-30 dernières années de consommation de gel. D'accord. Donc, ok, merci pour cette info. Donc... Alors, il y a aussi, ça c'est un aspect important en termes de performance. Après, il y a aussi l'aspect éthique, c'est-à-dire que vendre, emballer du fruit de très bonne qualité qu'on a compacté, autour duquel on a rajouté des ingrédients qui lui donnent une saveur particulière, etc. Nous, c'est une idée qui nous plaît. Moi particulièrement en tout cas. Mais vendre dans un tube du sirop de glucose et de l'eau, franchement, je trouverais ça sacrément gonflé, quoi. Oui, par exemple, moi sur les boissons énergétiques, maintenant, moi j'ai ma propre composition. C'est d'ailleurs le docteur Didier Souton qui m'avait donné ça. Je mets du fructose et du glucose avec un petit peu de sel dans mon bidon, et puis c'est ma boisson énergétique, quoi. Alors encore, il faut savoir ce que c'est comme type de fructose, parce que l'essentiel des fructoses qu'on achète dans le commerce, à moins que ce ne soit spécifié vraiment sur l'emballage, et c'est très rarement spécifié, dans la plupart des cas, c'est du simple sirop de maïs. C'est-à-dire que ce qu'on achète, le fructose vivis là qu'on trouve en supermarché, c'est du sirop de maïs. Et donc par exemple, ça bloque la capacité à brûler les graisses. Et donc ça entraîne un surstockage des graisses dans l'organisme, et ça entraîne un ralentissement de la lipolyse à l'effort, et donc ça fait apparaître plutôt la fatigue d'épuisement de glycogène au niveau musculaire. D'accord. Je vais regarder ça parce que moi j'achète en pharmacie, donc je vais regarder ça. Donc on va revenir sur les enjeux de la nutrition lorsqu'on n'est pas dans l'effort. Donc quelles sont les règles de
de base rapidement que le coureur doit avoir? Alors une règle de base, par exemple, c'est quand on consomme un produit sous forme solide ou semi-solide, hein, alors ça peut être une barre ou ça peut être une purée quelconque, et ben avec on ne consomme pas de boisson énergétique. Pendant le même temps, on ne consomme que de l'eau, de façon à ne pas saturer l'estomac et le système digestif et faire en sorte que ce qu'on a consommé sous forme solide ou semi-solide, ça puisse être assimilé correctement par le système digestif. D'accord. Il y a des tas de gens qui se retrouvent en hypoglycémie parce qu'ils ont mixé une boisson énergétique avec une barre ou un produit semi-solide. D'accord. Okay. Donc ça c'est une première règle, par exemple. Après, le deuxième aspect important qu'il faut savoir, c'est que à l'effort, on ne va pas compenser l'intégralité de la dépense énergétique qu'on a subie. Ça c'est un point important parce que beaucoup de gens viennent vers nous en disant voilà, j'ai dépensé 1000 calories dans l'effort, donc je dois manger 1000 calories. Donc il y a un vrai problème de connaissance là, et je pense que le travail journalistique est très important aujourd'hui pour transférer ce genre d'informations aux pratiquants moyens. Est-ce que dit Benoît est vraiment essentiel? En fait, l'énergie qu'on amène à l'effort, c'est l'énergie qui est nécessaire et suffisante pour alimenter le cerveau, qui lui va autoriser ou non la poursuite de l'effort, mais pas plus que ça. Parce que en fait, l'énergie qui est dans les muscles et qui sert à faire avancer le bonhomme, eh ben celle-ci, on peut pas la remplacer en cours d'effort. Il faut attendre l'arrêt de l'effort pour pouvoir la remplacer et restocker. Donc en fait, ça c'est le travail du repas quotidien, quoi. C'est le travail du repas d'après course, voilà, tout simplement. Et donc en fait, ce que doit amener la barre, entre autres, c'est quelque chose qui va être facilement assimilable, qui ne va pas perturber le fonctionnement cérébral déjà, et qui ne va pas amener ou amplifier les déséquilibres alimentaires, nutritionnels et produits au cours de l'effort, apparus au cours de l'effort. D'accord. Voilà. Ça c'est des conseils importants parce qu'on rencontre beaucoup de méconnaissances sur ces deux aspects-là en tout cas. D'accord, ok. Moi j'ai une petite question à vous poser, parce que la question suivante, on l'a un petit peu abordée, c'était quelles erreurs que vous voyez qui reviennent régulièrement. Moi j'entraîne tout ça, je fais du coaching, et j'ai beaucoup d'élèves qui, quand on va se présenter sur une course, un semi-marathon ou un trail, refusent, ne tournent qu'à l'eau, et pourtant j'essaie de les inciter à tester des gels, à tester des barres, à l'entraînement pour avoir justement après le rapport pendant l'effort, et ils ne veulent pas le faire. Donc quel conseil tu donnerais à ce sujet-là? Alors d'abord, tout dépend de la durée de l'effort. On va dire que par exemple pour un effort qui va durer moins d'1h30, aux environs d'1 heure et quart, l'apport d'énergie au cours d'effort se justifie pas vraiment. Après, au-delà, ça commence à devenir, ça va probablement devenir un petit peu embêtant pour la performance. Alors il faut savoir par exemple que quand le taux de sucre sanguin diminue trop à l'effort, dans un premier temps, l'organisme va prélever dans les réserves musculaires pour aller nourrir le cerveau. Donc c'est forcément une diminution de la capacité du muscle à fonctionner. Ça c'est un premier frein à la performance. Et puis inévitablement, en fait, ça va entraîner des désordres musculaires aussi plus tard, si on poursuit l'effort, et des désordres immunitaires. On va avoir un affaiblissement du système immunitaire, et c'est en partie à cause de ça, par exemple, que de nombreux athlètes qui sont vraiment très en forme voient leur immunité affaiblie aussi. Voilà. Donc au-delà de
alors peut-être pas à l'entraînement. À l'entraînement, on va dire qu'à partir de 2 heures, ça peut se justifier parce que les intensités sont plus faibles. Mais en compétition, à partir d'1h30, il faut commencer à s'alimenter un peu. Ça devient vraiment indispensable. D'accord. Ok. À condition, bien sûr, que Ça répond à la question, je suppose. Oui, ça répond à la question. C'est aussi par rapport au fait que, oui, parce que là, c'est sur une semi, sur marathon, ça dépend des élèves, bien sûr, que j'ai un coaching, mais en général, on est plutôt sur des trucs de 1h40, 2 heures, quoi, d'effort, quoi, quand même. Donc, oui, donc là, en fait, ça se justifie. L'apport énergétique se justifie. D'ailleurs, la question suivante est, à partir de, on a attaqué à partir de quelle distance, mais sur compétition, à partir de quand on va se ravitailler? Est-ce qu'on commence très tôt dans l'effort ou on va attendre justement ces fameuses 1 heure et quart avant de commencer à se ravitailler? Moi, je connais Alors pas la réponse, Jean-Marc, nous on a créé un outil gratuit ouais. que tu peux télécharger depuis notre site internet ou que tu peux trouver sur Google Play ou Apple Store. C'est l'application Baou. Et cette application Baou, elle a été mise au point avec Benoît. Et elle permet, en fonction du sport que tu pratiques, de l'intensité avec laquelle tu le pratiques, de la durée et de ton sexe de pratiquant, hein, que ce soit une femme ou un homme, de déterminer ton besoin énergétique. Donc en fait, ça calcule les calories dépensées et on propose à ce moment-là, nous, une alternative nutritive avec nos barres ou éventuellement avec des fruits. D'ailleurs, on est fair play, on dit tu peux prendre nos barres ou des fruits et on explique à quel rythme et à quelle intensité il faut prendre ces produits-là. Donc, suivant que le sport est intense, à quelle fréquence, pardon, suivant que le sport est intense ou que le sport est en endurance. Je t'encourage à télécharger l'application et de faire un essai pour toi-même, mais tu vas voir très rapidement que sur cette application, et Benoît pourra le confirmer juste après, en fonction de l'intensité, où tu dois prendre un produit tous les 40 minutes ou tous les 1h30, de façon à être parfaitement régulé en termes de nutrition, quoi. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on parle pas de distance en fait, hein, ouais, on parle de temps. On parle de durée, voilà, Oui, exactement. tout à fait, bien sûr, oui. Et en fait, alors plus l'effort est intense et plus on va commencer tôt la prise de produits. Donc par exemple, si on part pour une course qui va durer 4 heures, 3 heures, 4 heures, on va probablement pas commencer avant 1h15, 1h20 à prendre un produit. Mais en partant du principe qu'on ne prend pas de produit au moment où on part. Hein. C'est ça, exactement. On ne prend rien au départ. Ouais. Oui. Et non pas comme on peut le voir encore sur de nombreuses épreuves, des gens prendre un gel 5 minutes avant le départ, par exemple. Oui, bien sûr, ça, c'est juste totalement aberrant. Mais on le voit fréquemment. Hein. Oui, tout à fait. Quelque chose Juste un petit aparté, la boisson d'attente. La boisson d'attente. On voit souvent. Moi, je prends... Oui. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est des trucs. Enfin, moi, j'ai fait de la compétition à haut niveau il y a 30 ans et on prenait des boissons d'attente. Mais ça, c'est parce qu'en fait, on avait une alimentation qui était de mauvaise qualité et en fait, on avait une mauvaise régulation de la glycémie naturellement. Et donc, le stress pré-compétitif nous faisait baisser un peu, de façon un peu trop marquée la glycémie et on n'était pas du tout capable de gérer ça correctement. Quand on s'y prend bien, la boisson d'attente, elle se justifie pas vraiment, sincèrement. Voilà. Quand on s'y prend bien au quotidien avec son alimentation, qu'on n'a pas une alimentation trop riche en sucre. Voilà. Okay. Et donc on est beaucoup moins sensible au stress. D'accord, ok. Donc pour l'application à télécharger, donc on s'alimente pas dès le départ, mais rapidement. Alors rapidement, non, pas rapidement, pas tant que ça. Au bout de 40-45 minutes parfois, mais dans d'autres circonstances, ça va plutôt être 1h15, 1h20, 1h30 en fait. D'accord. Alors, on va dire pour un gars qui fait un trail de 40 km par exemple. Oui, donc une course qui va durer 5 heures, et ben on va commencer à s'alimenter au bout d'1h15 à peu près. D'accord, ok. S'alimenter en barre, hein, on est d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Oui, on boit un peu avant effectivement. Ouais, voilà. Ok. Donc ensuite, justement, on va faire avant de faire la transition sur les bars et de les présenter les différentes bars, j'ai 2 questions pour toi. On entend souvent, moi j'ai toujours entendu dire que la boisson énergétique ou le gel
s'assimilait plus rapidement par le corps par rapport à des barres. Alors quelles sont les nouveautés, quelles sont les nouvelles, si tu veux, les nouvelles études qui ont été faites sur le sujet, ou est-ce que c'est toujours d'actualité? Alors, en fait, tout dépend. Tout dépend de l'intensité de l'effort. Il y a des niveaux d'effort pour lesquels simplement mastiquer, on n'y arrive juste pas, quoi. Oui. C'est clair que si on fait un 10 km sur route, une course qui dure 30 minutes, où on est à 90, 92%, voire 95% de sa fréquence maximale sur l'ensemble de la course, c'est dur de marcher, quoi. C'est juste même pas envisageable de mastiquer, on comprend bien. Idem sur une course qui va durer 15, qui va durer. Moi, si je cours un semi-marathon en 1h10, 1h12, je vais pas avoir envie de manger une barre. Maintenant, si mon effort, par exemple, l'hiver dernier, j'ai couru la Pierramenta, qui est une épreuve de ski alpinisme. Les étapes, elles durent environ 3 heures. Je peux me permettre en haut de chaque ascension de croquer un morceau de la barre avant d'entamer la descente, par exemple. Et je peux faire la même chose en trail. Sur une course de 40 km en trail, je peux me permettre de ralentir une quinzaine, une vingtaine de secondes pour mastiquer un bout de barre. Ça va pas me poser de problème. D'accord. Et d'ailleurs, juste pour information, moi j'entraîne des coureurs de très haut niveau, dont un qui a gagné le 80 km du Mont Blanc cette année, et il l'a gagné en mangeant quasiment exclusivement nos barres. D'accord, ok. Juste une question avant qu'on attaque les produits, les barres, tout ça. Tout à l'heure, tu as parlé de la bière, que la bière après l'effort, c'était pas trop conseillé, tout ça. Tu peux en dire plus, parce que là, tu tords une idée qui est très reçue et que j'entends encore régulièrement. Simplement parce que l'apport d'alcool après l'effort, c'est juste une hérésie. En fait, on a un corps qui est déjà très déshydraté dans la plupart des cas, et l'alcool en fait entraîne une diurèse importante, et donc on va amplifier la déshydratation. Donc c'est juste totalement stupide. Voilà. Alors après, qu'on le fasse par plaisir, ça peut s'entendre. Qu'on donne comme alibi le fait que c'est bon pour la récup parce que ça contient un peu de sucre, ça c'est juste Pour donner bonne conscience pour boire une deuxième bière. Voilà, tout à fait, ouais. Ça n'a juste pas de sens, quoi. D'accord. Allez, maintenant on va parler de barres. Alors donc vous le voyez pas parce que on est par téléphone, mais là je suis en train de faire défiler le PDF. Donc on va parler maintenant de la gamme avec vous. Et on va attaquer. Alors, il y a plusieurs types de barres. Notamment, on commence par les barres performance. Ouais, en fait, c'est matriciel. On a à la fois des barres performance et des barres endurance. Là, on comprend tout à fait l'utilité. Et puis aussi, on a des barres qu'on conseille particulièrement plus aux femmes, d'autres plus aux hommes et d'autres plus aux enfants. Alors, bien évidemment, ça n'empêche qu'un homme peut manger une barre femme ou une femme manger une barre homme, ça pose aucun problème parce que c'est des petites quantités, mais sur des quantités plus importantes, ça représente un enjeu, et je vais laisser Benoît s'en exprimer. Est-ce que tu préfères qu'on parle justement de la différenciation performance et endurance, ou homme, femme, enfant, ou les deux? On va faire les deux. On va commencer par, on va dire, la performance. Quelle différence entre la performance et la barre endurance, en fait? En fait, alors les différences, elles sont pas énormes, mais elles sont réelles pour autant. On sait très bien que sur un effort en fait, l'idée c'est d'avoir des produits qui soient plus ou moins, plus adaptés à des niveaux d'intensité différents. Par exemple, si on fait une épreuve qui va durer 2h30, 3h, et souvent c'est donc des niveaux d'intensité qui sont assez élevés, on va pas avoir le temps de mettre en place, ou on va avoir peu de pourcentage d'utilisation de sa masse grasse sur ces niveaux d'intensité-là. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est fournir du carburant
sous forme, enfin qui va être utilisable rapidement, enfin correctement par le corps dans ces conditions-là, et donc il faut amener des glucides, voilà. Alors pour autant, on amène quand même des graisses de bonne qualité, on amène aussi des protéines, on amène évidemment parce que amener que des glucides, ce serait une hérésie. Mais ces barres-là sont un peu plus riches en glucides que les barres endurance. Et pour les barres endurance, on a exactement l'inverse, c'est qu'on a fait en sorte que les ingrédients rendent la barre un peu plus riche en protéines et en graisses, de façon à ce que ça protège de la dégradation musculaire, que ça favorise en fait la consommation de graisse à l'effort par le corps, donc la lipolyse. Et donc c'est mieux adapté pour les efforts de très longue durée, 4, 5, 6, 7 heures et plus éventuellement. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la première, la grosse différence. Première différenciation, voilà. Ouais, la différenciation. Et pourquoi, alors moi c'est une question, je me pose pourquoi la différenciation entre bar et femme et bar homme, parce que là à mon avis vous êtes les seuls à le faire, parce que j'ai pas vu ça sur les autres marques. Oui, c'est effectivement quelque chose qu'on revendique. On est effectivement les seuls. On est les seuls sur plein d'aspects. Alors, on parlait de la participation à l'élaboration de la recette par un chef étoilé. C'est une différenciation. D'avoir un nutritionniste du niveau de Benoît en interne, c'est une autre différenciation parce que nous, on s'est rendu compte que beaucoup de nos confrères faisaient intervenir des cabinets extérieurs et n'avaient pas forcément la compétence en interne. Et ensuite, effectivement, on a une différence d'approche sur la segmentation homme, femme, enfant. On est les seuls. Donc, encore une fois, je laisse Benoît justifier ça. Alors en fait, alors évidemment, on peut toujours on l'a déjà entendu, l'argument comme quoi on est sexiste, mais en fait c'est pas du tout une question de sexisme, c'est que les physiologies des hommes et des femmes sont juste différentes. Alors, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, simplement ça fonctionne différemment. Et donc on a tenu à apporter des éléments un peu différents et à faire en sorte que, par exemple, la femme soit, ce qu'on amène dans les bars femmes, ça ne vienne pas, par exemple, prélever sur son statut en fer, par exemple. On a dans les bars femmes suffisamment d'éléments nutritionnels, d'ingrédients qui vont faire en sorte qu'elle ne puisse pas sur son statut en fer. Il y a des apports en fer qui sont non négligeables. Réduction de la masse lipidique. Il y a aussi effectivement, en fait, les femmes ont une masse musculaire. Alors, dans la plupart des cas, pas systématiquement, parce qu'il y a des femmes qui sont très musclées, mais globalement, on sait très bien, le taux de masse grasse des femmes est plus important que celui des hommes, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles ont besoin d'enfanter et d'allaiter. Et donc, elles ont une masse musculaire un peu moindre. Elles ont donc des réserves en glycogène musculaire qui sont moins importantes. Donc, à l'effort intense, elles vont brûler un peu plus de glucides. Enfin, elles vont arriver plus vite à l'épuisement de leur stock. Et donc, il faut protéger ces stocks d'autant plus. Et donc, on fait en sorte que les teneurs en glucides dans les bars femmes soient un petit peu plus élevées, en fait. D'accord. Voilà. Alors, c'est des différences qui sont pas phénoménales en termes de composition, mais comme de toute façon les différences de fonctionnement elles sont réelles, mais pas énormes, et les proportions dans lesquelles on a des variations pour les femmes, entre les bars femmes et les bars hommes, c'est pareil. C'est pas diamétralement opposé, c'est juste suffisant pour couvrir ces petites différences en fait. Je précise que c'est très clair sur notre site internet. Je ne sais pas si l'agence EPIC t'a fourni notre brochure qui est un dealer guide qu'on destine à nos détaillants. Il y a une petite coquille dans le dealer guide. Il y a une inversion de la charte nutritionnelle sur la barre performance homme et la barre performance femme. Donc en fait, si tu veux vérifier, le mieux c'est de regarder sur notre site internet. Le détail est complet, et bien plus complet que sur la brochure d'ailleurs, que tu as peut-être entre les mains ou en format PDF. Donc attention, on a une petite coquille qu'on a rectifiée par la suite, mais quand c'est imprimé sur le papier, c'est moins facile à corriger que sur le site. Mais sur le site, c'est la vraie teneur est la bonne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'inversion sur le site. D'accord, ok. Et moi j'ai une question par rapport à vos barres. Donc j'ai goûté les échantillons, tout ça. Là j'ai une barre normale. Elles font 30 grammes. Par rapport, c'est la question qui m'interpelle pas, mais par rapport à d'autres marques, on va dire 1000 bars, ou
ou d'autres marques de bars, très souvent, ce sont des barres plus épaisses, c'était des barres de 50, 60 grammes. Oui, mais là aussi, on a une réponse qui est très simple et très claire. Nous, nos barres, on voulait pas qu'elles fassent un certain poids, on voulait qu'elles fassent un apport énergétique identique. Elles font tous à peu près 100 kilocalories. Donc, nos barres, elles font 30 grammes parce qu'en fait, elles font 100 kilocalories à peu de choses près, hein, 100, 110, voilà. C'est ça l'explication. D'accord, ok, tout simplement. Ouais. Donc moi, j'ai une petite question, il me reste deux petites questions en fait. Pourquoi la cuisson accrue? Parce que c'est quelque chose que vous revendiquez sur l'ensemble de votre gamme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la cuisson accrue, parce que justement, ça modifie, c'est ce qui modifie le moins, en fait, la qualité nutritionnelle des aliments et des ingrédients. Plus on chauffe, plus on modifie, plus on perd de vitamines. Les oligo-éléments, les graisses sont transformées. Enfin voilà, ça modifie trop ça modifie beaucoup trop. L'aliment est beaucoup moins antioxydant. Ça modifie beaucoup trop l'aliment et il est beaucoup moins intéressant nutritionnellement. Donc en fait, on s'est limité à un chauffage à une trentaine de degrés. D'accord. C'est juste chauffer en fait. Ça rend l'ingrédient, l'aliment malléable. Et donc on peut le travailler mieux pour le mettre dans la barre et c'est tout. Et comme tu l'auras remarqué, on a des barres qui sont assez compactes, hein. C'est aussi le mode d'assemblage qu'on a choisi. On a un mode d'assemblage assez différent de nos concurrents. Et d'ailleurs, je tiens à signaler, mais c'est quand même assez remarquable, que par exemple, tu vois, nos concurrents sur la plupart de leurs produits, bien souvent contiennent des produits additifs, des produits chimiques, des conservateurs, des épaississants. Tu l'auras remarqué, nous on n'a rien du tout de tout cela. Et tu vois, quand on sort un produit de l'usine de chez notre sous-traitant, et ben notre produit il a une durée de vie de 18 mois, alors qu'on n'a aucun conservateur. Donc en fait, nous on remarque simplement que des produits du marché avec conservateur ont une durée de vie de 12 mois et on est arrivé nous à quelque chose d'assez incroyable, puisque sans conservateur on arrive à 18 mois. Alors évidemment, ils sont à 18 mois quand on les sort de notre atelier de fabrication, hein. Mais c'est aussi assez remarquable parce que, comme je te l'ai précisé, on n'a aucun additif chimique, quoi, hein. On n'a aucun produit qui vient donner une caution chimique au produit, quoi. D'accord. J'ai une petite dernière question. Il y a d'autres marques qui ont commencé par commercialiser des bars et qui après ont fait des gels ou qui ont fait l'inverse, qui ont commencé par des gels, qui ont fait des bars. Vous, pour l'avenir de la marque Baou, est-ce que vous allez rester dans le domaine des bars ou vous allez vous attaquer à d'autres apports énergétiques, que ce soit en boisson ou gel, même si j'ai senti que les gels c'était pas votre truc? Oui, c'est ça, voilà. Écoute, tu as bien senti, merci beaucoup. Effectivement, les bars, on va sortir déjà dans un premier temps des bars salés. Alors tu sais, nous on parle pas d'arôme parce qu'en fait on travaille avec un chef, donc on travaille sur une recette. Donc on va sortir de recettes salées. A priori, on va sortir 5 recettes salées. Ouais. D'ailleurs, dans l'une de ces recettes, il y aura probablement une surprise qu'on prépare pour le marché. Et puis dans un délai un petit peu supérieur, hein, courant d'année 2018, on va arriver avec des purées et des compotes. Donc les compotes, ce sera plutôt des recettes sucrées et les purées qui seront plutôt des recettes salées. Et donc là encore, ça sera une élaboration en gamme, en performance, endurance, hommes, femmes, enfants, mais avec des produits qui seront basés sur une recette de chef et qui seront également cautionnés par Benoît sur l'apport nutritionnel. D'accord. Quand vous dites purée, ça va être sous forme... ça va être présenté sous forme pas de gel, mais je veux dire l'emballage va être sous cette forme-là, donc ça va être un truc qu'on prend d'un coup et que... Ouais, ça va être, ce sera dans un petit container qu'on essaye de rendre le plus environnemental possible parce qu'aujourd'hui c'est aussi un peu notre préoccupation. C'est d'ailleurs, je voulais moi en profiter pour te dire qu'on est aussi les seuls à avoir sorti un container étanche qui permet de transporter ces barres sans emballage, hein. On vend une petite boîte étanche qui permet grâce à l'application, tu peux calculer ton besoin en barres. Quand tu es chez toi, tu déballes tes barres, tu mets les emballages à la poubelle et tu mets tes barres sans emballage dans la boîte étanche et tu pars avec ta boîte étanche à la ceinture, autour du cou, autour du bras, dans un sac à dos comme tu veux. Et en fait, du coup, on n'a aucun impact sur l'environnement avec les emballages. Donc on est très sensible à l'environnement, c'est une de nos priorités. Et pour le coup, on est en train de travailler aussi pour trouver un container pour héberger nos purées et nos compotes qui impactera le moins possible. Alors impacter zéro, c'est difficile, mais impacter le moins possible l'environnement et des pratiquants outdoor. D'accord, ok. Eh bien, moi, je vous remercie pour cette interview. C'est ok pour moi.
tout est dans la boîte, on va dire. Eh ben, avec grand plaisir, Jean-Marc, c'était agréable de pouvoir échanger avec toi parce qu'on sent vraiment ta compétence et ta connaissance. Donc c'est pas toujours le cas avec tous les journalistes. Donc ça fait juste plaisir d'avoir quelqu'un qui comprend ce qu'on veut faire et ce qu'on prétend faire. Et c'est pour nous une source de fierté supplémentaire. Eh bien c'est parfait. Je vous remercie pour cette interview et je vous dis donc à bientôt, à une prochaine. Hein. Oui, et puis n'hésite pas à nous faire passer ton document quand il sera rédigé. Ce sera avec grand plaisir qu'on le lira également. Pas de souci, ça marche. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci Jean-Marc. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cette interview est finie. Elle est assez longue, je vous avais prévenu, mais j'espère que vous avez aimé. Il y a beaucoup d'infos autour de la nutrition sportive. Et je pense que ça va vous être très utile pour vos futurs entraînements ou futures compétitions. Si vous avez des questions en dessous de la vidéo ou du podcast, si vous écoutez au format audio, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si je ne peux pas apporter la réponse, ce seront les fondateurs de la marque qui vous répondront. Également, si vous l'avez vu au format vidéo, vous avez vu que j'avais fait défiler un PDF. Si vous désirez avoir le PDF des produits Baou, avec notamment la composition des produits et les analyses énergétiques, enfin tout ce que vous pouvez trouver, protéines, glucides, tout ça, analyse nutritionnelle, voilà, je ne trouvais pas le mot, et bien il suffit de m'envoyer un petit mot en dessous de la vidéo ou du podcast et je vous l'enverrai avec très grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi je vais commencer à tester les produits Baou et je vous dis à très vite. Ciao ciao.